Bonjour tout le monde, la dernière fois on s'est arrêté à la page 54. On va continuer la lecture. Là, présent, il avait aussi en tête de cadavres surréalistes qu'il avait contemplé quelques heures plus tôt. Dans le collage noir et blanc de Max Ernst, une silhouette vaguement féminine était étendue dans une grande bassine rectangulaire en métal. Le visage de la femme se composait de la moitié du visage, d'un mannequin en bois, de la photographie de l'œil et de la narine gauche d'une femme réelle, et de morceaux de fer blanc, modélés et rivetés pour constituer la moitié gauche du crâne. Des mâchoires et du menton, la gorge semblait avoir été ouverte pour exposer ses chairs. Plusieurs formes de diverses nuances de gris évoquaient ces différents éléments. La trachée, par exemple, était représentée par un morceau de tube qui descendait à l'intérieur de la poitrine, une surface bombée en métal dépoli qui allait des clavicules à la taille. Laquelle taille était tronquée, c'était l'un des aspects les plus troublants du collage. La silhouette était coupée en deux parties, comme si elle avait été tranchée au-dessous du bassin et mal reconstitué. Le bras gauche était absent, le bras droit commençait par le bras de chair et de la femme photographiée, mais juste en dessous de l'épaule, il se prolongeait par celui d'un mannequin en bois. Aux yeux d'Hector, cette anatomie jeune mariée ressemblait à une esquisse de monstre de Victor Frankenstein. La réceptionniste du soir était un jeune homme à la voix aiguë et aux cheveux jaunes coupés en brosse. J'ai occupé une chambre ici ces 2 derniers jours, lui expliqua Rachel. Là, 510, j'attends un télégramme d'une amie. L'avez-vous reçu? Votre nom, je vous prie. Rachel Harpey, le réceptionniste, scruta les casiers à courrier, farfoula de son côté de comptoir et souleva divers papiers et secoua la tête. Non, je n'ai rien. Hector désigna le collage de Max Ernst. D'où ça vient cette horreur? La reproduction, l'hôtel l'a reçue en cadeau. C'est un client qui l'a offerte au directeur. Je crois un collectionneur d'art surréaliste. Il loge souvent ici et elle a convaincu le directeur qu'il fallait obéir le hall. Obéir? Seigneur, et comment s'appelle-t-il ce client? Aucune idée. C'est un ami du directeur. Allez chercher votre patron, mon garçon. Il n'est pas ici. Où habite-t-il? En ville, mais il est parti pêcheur dans les îles Bimini et avec la tempête qui se prépare, il ne reviendra sans doute par d'ici plusieurs jours. Hector, agacé, pianota sur le plateau en marbre de la réception. En effet, je ne pense pas qu'il sera ici de sitôt. Dès qu'ils furent ressortis, Rachel dit: Je suppose que nous avons eu une fois de plus la même idée. Nous avons regardé cette œuvre d'art en pensant au cadavre de la femme assassinée. Hector glissa un bras autour de ses épaules, joliment allé. Oui, maintenant j'espère que vous avez une bonne descente et le foie solide. Rachel, ce soir, vous descendez dans l'arène. Manifestons. Quand ils arrivèrent en vue de la grande maison en rue de Whitehead Street, Hector entendit Rachel retenir son souffle. Oh, il est magnifique. Le mur, c'est une nouveauté. Auparavant, il y avait une simple clôture. Il lui expliqua que le mur d'enceinte de la propriété avait été érigé par un copain d'Hemingway, d'où son aspect un peu irrégulier. Le premier mur que ce mec ait jamais bâti, précisa-t-il, frappant des briques
imparfaitement alignés du plat de la main. Le mur dépassait en hauteur la tête de Rachel, impressionnant et un peu bizarre, c'est vrai, observa-t-elle. H&M l'a fait construire pour se protéger et je le comprends, les petits malins de New Deal ont sorti avec guide touristique qui détaille une cinquantaine de prétendus. Site incontournable à voir ici à Key West. H&M était furax, sa maison porte le numéro 18 et précisa Hector. Puis il désigna le phare de l'île derrière son épaule. Cette saleté là-bas, c'est le 19. La vôtre. Elle est sur la liste? Il hésita, puis marmonna. Non, moi je ne suis pas sur le radar de ces enfoirés. Les auteurs des polars, on s'en fout complètement, les auteurs de polars. Ça ne part pas en safari. Les auteurs de polars, ça n'écrit pas de gros essais sur les corridas. Les grands magasins n'offrent pas des sommes exorbitantes aux auteurs de polars pour leur faire décrire leur activité quotidienne totalement intéressante et leur passe-temps hors de prix que l'Américain moyen en période de dépression économique ne pourra jamais offrir. Les auteurs de polars ne cherchent pas à faire parler d'eux, surtout les francs, et ne font pas de la lèche aux chroniqueurs célèbres comme Léonard Dion. Dès qu'il ferma la bouche, Hector se détesta d'avoir débité cette diatribe qui puait la jalousie et le ressentiment. Que faut-il faire maintenant? Demanda Rachel en désignant le mur. Y a-t-il une cloche à actionner pour qu'un nain apparaisse à un sommet des remparts? Non, il suffit de brailler, dit Hector avec le sourire, avant de crier. Hemmingsen, viens ouvrir, tu veux? Pendant qu'il patientait, un chat au poil caramel passa par les interlacs de la porte en fer forgé et se frotta aux jambes d'Hector en ronronnant. La propriété Hemingway était infestée de minots, dont un bon paquet de mutants avec des ortelles supplémentaires. La passion d'Ernest pour ces petits félins déconcertait Hector, qui considérait les chats comme des animaux de compagnie pour bonnes femmes. Et pour mignon, peut-être lui, il aimait les chiens, les gros chiens. Il crie stridemment, s'éleva derrière le mur, une sorte de hurlement inhumain. Rachel agrippa le bras d'Hector. Oh mon Dieu, c'était quoi ça? Un pan, répondait-il, pouffant de rire. Une femme svelte et gracieuse sortit de la maison. Il traversa le jardin. Il déverrouilla la porte en fer forgé, embrassa Hector sur les deux joues. Bonsoir, Pauline, dit-il en français avant de poursuivre dans leur langue commune. Je te présente ma nouvelle amie Rachel Harper-H. Voici Pauline Hemingway. Pauline avait quelques années de plus qu'un Hemingway. Elle était plus séduisante que belle. Il jaugea Rachel dans un rapide coup d'œil, puis il lui serra la main en disant « Enchanté ». Hector lui tendait la bouteille de vin. Il referma et verrouilla la porte derrière eux pour demander « Tout va bien ?» Pauline Hemingway haussa les épaules. « Tu connais papa? Chaque fois qu'il vient de remettre un manuscrit à Max, il ne sait pas quoi faire de lui-même. Il est dangereux. Pour lui, comme pour son entourage, en particulier pour ses proches. En plus, j'ai cru comprendre qu'il était de nouveau brouillé avec d'eau. » Hector hocha la tête. H&M avait récemment terminé la rédaction d'un essai sur son safari en Afrique. Dans une note liminaire, il expliquait que le livre pouvait être lu comme un ouvrage de fiction et il était effectivement écrit à la façon d'un roman. Hector en avait lu le manuscrit définitif. Le texte était gâté par quelques passages où H&M réglait ses comptes avec ses critiques et ses ennemis, Gertrude Stein surtout.
Dans ce manuscrit, à vrai dire, les frontières entre l'écrivain, l'amateur de safari et la personnalité publique de l'auteur étaient brouillées avec un zèle presque dadaïste. Hector avait confié à Pauline qu'il redoutait un bain de sang quand il critique mettrait la main sur le texte. Pauline avait admis mourir les mêmes craintes. Mort dans l'après-midi, le livre d'Ernest sur les corridas lui avait fallu une volée de bois vert, ainsi que son dernier recueil de nouvelles. Maxwell Perkin, l'éditeur d'H.O.M., réclamait un autre roman. Il y en avait apparemment aucun à l'horizon. Hector tint la porte moustiquaire ouverte pour les deux femmes. Il lui suivit dans la grande maison à deux étages, la seule construction de l'île peut-être. On s'arrête ici et on continuera dans la prochaine vidéo.